Bonjour à tous, Florence Boulanger, journaliste pour Le BG. Il est 10h02, on va patienter encore une minute ou deux pour que tout le monde nous rejoigne. En attendant, je vous propose de répondre à 2 questions dans le chat. Vous devez les voir s'afficher sur YouTube. La première question qu'on avait envie de vous poser ce matin, c'était de savoir si en raison de l'actualité Covid, en raison du stop and go qu'on connaît dans les magasins, vous aviez avancé des projets digitaux qui étaient prévus pour 2021 à cette année 2020. Et si la réponse est oui, je vous invite aussi à nous donner un peu plus de précision sur ces projets que vous avez avancés. Et la seconde question concerne, puisqu'on va parler de tout ça ce matin, concerne les services qui vous intéressent le plus. Click and collect, livraison, utilisation du stock magasin, réservation de produits, prise de rendez-vous en boutique. Et n'hésitez pas à en ajouter si j'en ai oublié. Bon, bah écoutez, 10h04, je pense qu'on peut y aller. Bienvenue à tous. Le sujet de ce matin, c'est un sujet qui est directement lié à la crise sanitaire et économique qu'on connaît depuis le mois de mars. Maintenir l'activité et la croissance, même en période de défi sanitaire. On va parler de retail, évidemment. On est un public très représentatif du métier. Et on va évoquer le sujet avec un pied dans le monde physique, les magasins, et un pied dans le numérique, avec les outils et les services d'e-commerce. On est plutôt sur au regard de la morosité ambiante, on est plutôt sur un sujet joyeux ce matin, puisque si quelque chose parvient à triompher du Covid en attendant les vaccins, c'est bien l'e-commerce. On a quelques chiffres qui sont venus le confirmer. Des chiffres au niveau mondial avec plus 5,3% au deuxième trimestre 2020. En France, l'e-commerce, c'est presque 10%, 9,8% précisément, du commerce de détail. Et la FEVAL a parlé dans ses communiqués récents d'un rôle d'amortisseur économique en période de crise et de fermeture des boutiques. Je pense que vous l'avez tous constaté, soit à titre individuel dans vos entreprises respectives et également au titre de consommateurs, puisque on le voit tous en bas de chez nous avec surtout l'explosion du click and collect qui concerne à peu près tous les secteurs d'activité. Donc un rôle d'amortisseur, un rôle aussi de courroie de transmission, et notamment pour le click and collect, puisque c'est vraiment lui qui fait le lien entre la vitrine digitale, le site, l'application mobile, etc., et le point de vente physique. C'est vraiment un dispositif. On va parler pas mal ce matin de click and collect, pas que, mais on va quand même être assez focalisé là-dessus, puisque c'est vraiment un dispositif stratégique qui permet de protéger le trafic, en fait, de tenir bon, de conserver le trafic en magasin, même quand ce trafic s'arrête devant la porte pour venir chercher son paquet. Et puis, on va réfléchir ensemble à la façon dont on réussit le click and collect, parce qu'il ne suffit pas de proposer ce service, encore faut-il que ce soit une expérience réussie, d'autant plus que c'est devenu un outil différenciant en cette année 2020. Mais alors pour commencer, vous voyez 3 visages sur vos écrans. Je vais commencer par passer le micro à Eric et Thierry, puisque comme ça, ils pourront se présenter, vous dire un peu sur quoi ils travaillent. Donc, Eric, Thierry, à vous de jouer. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont vos fonctions et puis nous raconter un peu
votre année 2020, nous dire ce que vous observez sur le terrain depuis le premier confinement en mars. Et puis, qui fait écho en fait chez vos propres clients, quel comportement des acheteurs, quelles nouvelles attentes. Thierry, si tu veux commencer. Oui, merci Florence. Bonjour. Je suis Thierry Rudowski, je suis cofondateur de Zento, qui se présente comme étant l'agence du commerce unifié. Commerce unifié, pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on intègre et on développe des dispositifs digitaux principalement pour le retail, online ou physique. Et l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on ne peut plus être agence e-commerce pure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter un canal sans penser aux autres canaux et sans interagir avec les autres canaux, tout simplement parce que le parcours du client est devenu relativement flou et il a tellement de possibilités de commencer son parcours sur un canal pour le finir sur un autre que traiter un canal sans penser à ce qui se passe ailleurs nous paraît impossible. Donc l'idée aujourd'hui, c'est nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des solutions de e-commerce, en particulier on est partenaire de Proximis. On intervient sur des dispositifs digitaux directement in-store, donc in situ pour soit venir en aide aux vendeurs, soit venir en aide aux clients. Et puis, on met en place les référentiels communs qui permettent de relier tout ça et d'assurer aux clients une expérience unique. Et donc, en particulier, des référentiels produits qu'on appelle des PIM et dont j'imagine on parlera un petit peu plus tard. On travaille avec les grands de la distribution, donc des Intermarchés, Leclerc, Carrefour. Mais on travaille aussi avec beaucoup de réseaux qui sont soit des réseaux intégrés, soit des franchises, soit des coopératives. Donc des gens comme Flelou, comme Franck Provost, comme Atoll, Kidilis, Tocomani, etc. Voilà. Nous, ce qu'on a constaté globalement pendant cette année 2020, c'est que on ne s'est pas vraiment arrêté. On peut même dire que je pense que comme beaucoup d'acteurs du sujet, on a connu à chaque épisode de confinement, et qui étaient des épisodes bien malheureux pour tout le monde, il faut bien le dire. Nous, on a été fortement sollicités sur ces deux épisodes. Moi, je pense qu'avec le recul, alors c'est un peu tôt encore pour prendre du recul sur des actions qui sont encore en cours, mais globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement il y a un certain nombre de marques qui se sont rendues compte qu'il y avait des absences, qu'elles n'avaient tout simplement pas de canal digital ou pas de canal e-commerce. Bon, ça, c'est assez simple, mais on s'est aussi rendu compte de l'ensemble des limitations ou des limites qu'avaient les systèmes actuels. Enfin, je pense que tout le monde s'en est rendu compte lors du premier confinement en commandant, en se reportant énormément sur les canaux en ligne. Il fallait voir que voilà, tout le monde a connu l'expérience du drive le matin où il fallait se lever à 5 heures du matin pour essayer de trouver un créneau qui était encore disponible. Ou moi, à titre personnel, je sais que j'ai commandé à une grande enseigne une machine à café parce que la mienne était tombée en panne et j'ai reçu un ampli hi-fi. Voilà. Il y avait un certain nombre de lacunes où on était arrivé aux limites. Donc, bien évidemment, comme tout le monde, et ça, c'est pas nouveau, on a vu cette année une accélération et un catalyseur. En fait, la crise était un catalyseur d'un certain nombre d'accélérations et de déclenchement de bascule sur les sujets digitaux. Il est assez probable que la situation est là pour durer. Il suffit de voir cette semaine sur des sujets digitaux le rachat de Slack par Salesforce. Je vous rappelle, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et 28 milliards de dollars de rachat par Salesforce. Donc on voit bien que ces sujets digitaux ne sont pas uniquement liés à la crise, mais qu'il y a eu une vraie bascule sur ces outils-là. Et puis, pour terminer, le quatrième point, c'est que je pense que le sujet n'est pas que digital. Donc, évidemment, ça nous implique, nous, dans la mise en place d'outils digitaux et Proximis de la même façon. Mais le sujet est bien plus large. Il y a des sujets derrière qui sont des sujets logistiques. Parce que sans la logistique, le e-commerce ne fonctionnera pas. Il y a des sujets qui sont des sujets humains, des sujets organisationnels en magasin. Si on veut faire du click and collect, c'est pas que un sujet digital. Ça implique des changements d'organisation et d'organisation du point de vente. Voilà, pour synthétiser notre année. Très bien. Merci Thierry. Eric, à toi.
Bonjour, alors moi je suis Eric Wilson-Legel, je suis VP Marketing chez Proximus. Alors chez Proximus, on a créé depuis quelques années une technologie qui permet justement au monde du commerce de réconcilier, de se réconcilier avec les parcours d'achat multicanaux des consommateurs et de simplifier les opérations que ces commerçants vont faire. Le principe étant principalement d'harmoniser les parcours d'achat en ayant un panier et un checkout unique, quel que soit le canal, pour justement pouvoir commencer en ligne un achat et par exemple le finir en magasin ou vice-versa. Nos clients, en fait, ce qu'on a vu, c'est que les clients qui s'étaient équipés de nos solutions depuis quelques mois ont facilement pu s'adapter à ces situations nouvelles. Et on a vu à l'issue du premier confinement de nouvelles demandes, de nouveaux prospects qui sont venus nous voir pour trouver des solutions qui étaient très diverses. Alors, on en a eu certains qui se sont rendus compte qu'ils avaient pu faire une impasse pendant des années sur la vente en ligne et que là, c'était plus possible avec la fermeture des magasins. Donc, on a effectivement eu des nouveaux clients qui n'avaient jamais fait de vente en ligne et qui se sont lancés. Et puis, d'autres clients qui ont vu que des services leur manquaient. Ce n'est pas des services nouveaux qui leur manquaient, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer comme service, click and collect, par exemple, ce sont des services déjà anciens. On n'est pas sur des innovations 2020, mais c'était le coup de OK, on a tardé, on a postponé, on s'est dit on va faire ça plus tard, et puis là, le plus tard est arrivé à sa limite et il a fallu bouger. Et quelque part, le point commun à tous ceux à qui on a pu discuter, c'était de dire il faut que ça aille très vite. J'ai pas le temps de lancer un projet sur un an. En fait, là, moi, j'ai loupé mon premier semestre, j'ai loupé le début de mon année et je ne dois pas louper la fin de mon année. Et tout ce qu'on a vu arriver à la fin du premier confinement, au mois de mai, juin, juillet, c'était des enseignes, des marques qui disaient, voilà, il me faut quelque chose pour la fin de l'année. J'ai besoin de récupérer du chiffre d'affaires, j'ai besoin de trouver des solutions pour mes stocks magasins, j'ai besoin de m'adapter à des nouveaux services demandés par les consommateurs, et ça, il faut le faire le plus vite possible. Et ça, ça a été assez intéressant d'un point de vue manière d'aborder le projet, que là, on a un driver qui est différent, qui n'est plus de dire, voilà, je lance un gros projet, je fais ma liste au Père Noël. Non, j'ai besoin d'une solution rapidement sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Et ça a été très, très fort. Et on a comme ça certains clients qui ont signé en juin pour des projets qui sont sortis en octobre ou en novembre, là où ce type de projet aurait pu prendre beaucoup plus de temps, mais parce que tout le monde s'est mis on va dire, en focus pour le réaliser, et notamment chez le client, les équipes se sont mobilisées pour arriver aussi à avancer très vite. C'est comme le disait Thierry, c'est pas qu'un sujet technique, c'est pas qu'un sujet technologique, c'est aussi un sujet d'évolution dans l'entreprise, de faire en sorte que on ait des services qui ne se parlaient pas, qui doivent se parler. Quand on veut mettre en place un click and collect, ça met aussi bien en jeu des services les divisions qui s'occupent de l'e-commerce, du marketing digital, que les services qui s'occupent des magasins et du business en magasin. Et puis d'amener aussi à des transformations, puisqu'il y a des rôles qui changent. Le rôle d'un vendeur magasin peut aussi pas mal changer entre avant et après. Avant, quand je fais juste un accueil classique de mes consommateurs, et un après, quand je dois faire du click and collect. D'accord, ok. Peut-être de un exemple commun, là. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que je me souviens quand on a échangé tous les trois sur le sujet, quand on a parlé de ce phénomène de coup d'accélérateur, vous m'aviez parlé de plusieurs use cases. Il y avait un use case que vous avez en commun, je crois, chez Stocomanie, et puis un autre projet autour du chocolat. Oui, sur Stocomanie, je pense qu'on peut en parler maintenant, c'est public, mais c'est vrai que nous, on a commencé à travailler en début d'année avec Stocomanie sur un programme de transformation digitale qui a commencé par la mise en place d'un PIM qu'on a mis en place sur le début de l'année et qui était en production
en juillet, donc Pink qu'on a fait avec notre partenaire Quibble. Et puis suite à ça, on a travaillé. Stocomanie nous a choisi avec Proximus pour les accompagner sur la partie e-commerce, donc projet qu'on a commencé avec eux et qui est un projet au long cours, on va dire. Mais au moment du deuxième confinement et donc au moment de la fermeture de leurs 120 magasins, ils nous ont demandé de les aider à mettre en place une solution alternative à la fermeture des magasins, et on a mis en place un site de e-commerce en 3 semaines. D'accord. Qui a ouvert il y a 2 semaines maintenant. Et qui monte en puissance, qui est monté en puissance très très vite, puisque je crois qu'au bout de 3 jours, on était déjà à presque 50 000 visiteurs sur le site, et ce qui a permis de trouver une alternative à la fermeture des magasins et lancer le sujet. Et je pense qu'effectivement, c'était important qu'on ait mis les bases, mais on en parlera peut-être après, c'était important qu'on ait mis les bases, et en particulier ce référentiel produit, ce PIM, en amont, ce qui nous a permis de réagir relativement vite sur la mise en place derrière du canal e-commerce. Oui, c'est ça, parce que dans Stocomanie, un des stockers, comme son nom l'indique, 120 magasins, tu l'as dit, ils ont pris la décision en 2 jours et vous l'avez réalisé en 3 semaines, et pour autant, derrière, ça ne marche pas s'il n'y a pas les fondations, quoi. Ouais. Ok. Et sur le cas chocolat, pardon. Ça c'est un cas très intéressant parce qu'il y a 2 aspects intéressants dans ce cas-là. C'est que tout d'abord, c'est un chocolatier qui nous a contactés encore avant la fin du premier confinement, puisque on arrivait à Pâques, et là c'était un peu le branle-bas de combat, puisque on est dans une situation où on est dans un business plutôt où Pâques est un des temps forts, comme l'est maintenant la fin d'année. Ça fait partie des temps forts de ce métier de confiseur. Et là, c'était est-ce qu'il y a des solutions ultra rapides à mettre en œuvre pour arriver encore à gérer ça? Alors, bien évidemment, en quelques jours, ça peut être limité puisqu'il faut des fondations, il faut des choses en place. Et ce qu'on leur a proposé, c'est d'accélérer les choses pour être prêt pour la fin d'année et de ne pas louper la fin d'année. Avec la particularité que ce chocolatier, en fait, c'est une franchise, et que qu'on soit dans le monde franchise ou coopérative, on est face à un ensemble d'acteurs qui peuvent être des indépendants. Et il s'agit de trouver la bonne manière de faire travailler ensemble ces acteurs-là, puisque assez souvent, dans un business comme ça, on voit le site e-commerce comme un canal totalement à part, qui parfois est perçu comme un concurrent des points de vente. Tout à fait. Et c'est souvent un élément qui a beaucoup retardé des projets comme ça de digitalisation, de mise en place de services qui font le lien entre la vente en ligne et les magasins physiques, de par la nature même du réseau. Et on a, nous, une certaine expérience déjà dans ce genre d'organisation, qui fait qu'on a des solutions à proposer et qu'on a mis en place des solutions qui permettent aujourd'hui à ce chocolatier d'arriver on va dire, à vraiment répondre à l'attente du consommateur, qui lui ne voit pas de différence entre le site web et les magasins, c'est la même enseigne, et de répondre à ce parcours-là. Et la solution, c'était pas juste de dire on met en place un service en particulier qui est le click and collect, mais c'est de mettre les fondations qui permettent d'ouvrir le maximum de services possibles, qui sont ceux qu'attendent les consommateurs. Et en l'occurrence, c'est chez ce chocolatier, ces services-là, en fait, sont très divers, puisqu'il s'agit de pouvoir permettre à un consommateur de se faire livrer classiquement les chocolats qu'il souhaite. Ils ont même ouvert à cette occasion-là la livraison express, c'est-à-dire de se faire livrer dans la journée, en quelques heures, à partir d'une boutique, mais aussi de pouvoir faire du click and collect en boutique, en 2 heures par exemple, de dire j'achète et je paye en ligne et je vais retirer dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent en boutique des produits. Tout ça pour arriver à répondre à toutes les situations que rencontre le consommateur, à toutes les envies qu'il peut avoir, à tous les besoins qu'il peut avoir, et pas juste se limiter à 1 ou 2 services. Et ça, quand on parle de mettre en place des fondations, quand ces fondations-là du commerce unifié sont bien mises en place, ces services-là sont simples à ouvrir.
Ce n'est pas des flux de services qui nécessitent de gros projets, ce sont des choses qui sont juste à activer. Et ça, c'est la grande différence dans cette approche de commerce unifié, c'est de se dire tout est en place en fait pour ouvrir le service qu'attend le consommateur. Est-ce que j'ouvre simplement une petite parenthèse pour rappeler à ceux qui nous écoutent que bien évidemment, vous êtes invités à nous poser toutes les questions que vous voulez sur le chat. Mon collègue Enzo va nous les faire remonter. On a parlé donc, dans les deux exemples que vous venez de donner, Eric et Thierry, on voit bien que pour les commerçants concernés, c'est vraiment une question de survie. Ce n'est pas des projets sur lesquels on peut se permettre de se planter. Thierry, tout à l'heure, tu as parlé je crois que tu as utilisé le mot de catalyseur pour définir cette période. Il me semble que tu m'avais aussi parlé de révélateur dans le sens où parfois ces projets-là n'ont pas été avancés parce qu'ils existaient déjà, enfin ces services-là ils étaient déjà dispo du client. Simplement, ils marchaient plus ou moins bien et c'était pas trop grave, c'était moins bien. Mais en cette année 2020, c'est devenu critique. Il faut que ça fonctionne. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cas pour lesquels ça a fait remonter des frictions? Alors, je crois que tu m'avais parlé du click and collect qui était parfois pris en charge par le personnel du SAV. Oui, alors c'est sûr que là, on était dans une situation qui était quand même une situation qui était extrême, et on espère tous qu'on ne va pas vivre un troisième confinement et une troisième situation identique. Donc forcément, les choses vont s'améliorer, les choses vont se lisser, etc. Maintenant, il en demeure pas moins qu'il reste deux choses. Premièrement, que les gens ont quand même vu que c'était pas si compliqué d'utiliser du drive, du click and collect et des choses comme ça. Et donc, on peut penser que les millions de clients qui se sont déportés du magasin vers le digital ne reviendront, enfin, en tout cas, resteront une partie importante restera sur le digital, donc vont continuer à utiliser ces services et donc vont les solliciter de plus en plus fort. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, finalement, même si on a envie de revenir tous et de tous retourner en magasin parce que c'est un plaisir aussi d'aller se balader, il en reste pas moins qu'il y a un certain nombre d'irritants qui vont rester, enfin d'irritants, de barrières qui sont nouvelles et qui vont rester. Le port du masque, la distanciation sociale, le nombre de personnes dans le magasin, etc. Toutes ces choses-là vont rester. Donc, on va utiliser ces services-là. Et c'est vrai qu'on va repenser, et en particulier sur le click and collect, on voit que effectivement, le click and collect, c'est pas nouveau, c'est pas des choses qui sont apparues sur cette année, c'est des choses qui existaient déjà sur les années précédentes et qui étaient déjà bien utilisées. Et on voit quand même que, même si le service digital était bien développé, on voit que l'exécution en magasin, elle n'était pas toujours idéale. Et c'est vrai que l'idée de faire du click and collect, c'est de se dire, bon, je vais en magasin derrière, mais je vais retirer mon bien tout de suite. Je ne vais pas refaire la queue, je ne vais pas repasser en caisse, je ne vais pas aller dans un hangar pour aller retirer et essayer de trouver quelqu'un pour reprendre le temps. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui traitaient le click and collect comme étant en magasin une espèce d'excroissance du SAV. Donc, on arrivait avec les gens qui venaient faire réparer leur outil, où on passait au SAV pour retirer un produit, et on attendait, et on avait des nouveaux irritants, etc. On voit que tout ça, c'est en train de bouger. Nous, on travaille beaucoup, et je crois que Proximus aussi, on travaille avec des agences retail. En particulier, nous, on a un partenariat historique avec une agence qui s'appelle Market Value. L'idée aujourd'hui, c'est ensemble de se dire, bon, ok, nous, avec Proximus, on est capable d'apporter la brique digitale qui va venir se plugger sur le site de e-commerce pour apporter le service de click and collect. Et avec Market Value, on va apporter le parcours en magasin, la signalétique, le corner qui va permettre d'accueillir le client sans qu'il ait à attendre, etc. Voilà, parce qu'on s'est tous rendu compte de ce qui se passait, voilà, sans citer des grandes enseignes. Mais enfin, on a bien vu que ce qui restait à peu près, ce qu'on pouvait encore faire au moment du premier confinement, c'était du bricolage dans la maison. Et s'il fallait réussir à faire du click and collect pour aller s'acheter une pince ou de la peinture, bon, voilà. Moi, je me souviens que le produit apparaissait en ligne. Le temps qu'on clique dessus, il avait déjà disparu du click and collect. C'était des expériences qui étaient quand même très, très compliquées, quoi. Donc, je pense que ça nous a permis, et ça a permis à beaucoup de monde, à nos clients ou à nous, de se rendre compte qu'en fait, le sujet,
il est bien plus vaste que le digital, qu'il faut qu'on y réponde ensemble en accompagnant nos clients sur ces sujets-là. Et voilà. Et donc, je prenais, je crois aussi, un exemple qui est aussi sur un autre sujet, mais qui est un exemple lié au service, parce que là, on parle de retrait de produits, mais on peut parler aussi de e-réservation. Nous, on travaille beaucoup pour le groupe de Franck Provost. On a développé des applications mobiles qu'on a mis en ligne cet été, là, donc des applications mobiles pour Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue, je crois qu'on en a sorti 6 ou 7, avec une fonctionnalité essentielle qui est la réservation. Et on a bien vu que là, pendant la période du deuxième confinement, ces applications, elles ont permis aux clients de préparer la sortie du confinement et de réserver leur visite en salon de coiffure et prendre les rendez-vous qui allaient bien, ce qui était impossible avant la crise. Donc, ce n'est pas un projet qui est lié à la crise, mais qui a permis d'apporter des nouveaux services et qui ont été boostés par cette période de confinement. D'accord, ok. Écoute, en t'écoutant, on peut peut-être se prendre quelques minutes pour faire un petit point vocabulaire. On a parlé tout à l'heure, Eric a parlé de commerce unifié. On a commencé à aborder le sujet des solutions PIM et DAM. Mais même si c'est du vocabulaire professionnel qu'on utilise, je pense, à peu près tous ici, on ne met pas forcément la même chose derrière. Donc, je pense que ce serait pas mal si l'un et l'autre, vous lanciez dans une petite définition du commerce unifié et des solutions PIM en nous expliquant en quoi d'ailleurs l'une influe sur l'autre. Puisque si j'ai bien compris, les solutions PIM et DAM, c'est vraiment le point de départ, le socle du commerce unifié. C'est un des socles, je pense. Moi, je vais peut-être commencer pour le commerce unifié. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on dit souvent, ouais, c'est un peu ce qui remplace l'omnicanal qu'on faisait avant, mais c'est vraiment un changement un peu de paradigme, dans le sens où jusqu'à présent, ce qu'on faisait, monocanal, multicanal, cross-canal, omnicanal, c'était le retailer déterminer comment il allait vendre. Et en fait, le commerce unifié, c'est de changer de point de vue, de se dire comment est-ce que le consommateur achète, et je vais m'adapter à ça. C'est vraiment, je vais m'adapter à la manière d'acheter du consommateur. Ce qui veut dire que il faut le connaître, il faut savoir quels sont ses comportements, quels sont ses parcours d'achat, et s'adapter à ses parcours d'achat. Et ce qu'on voit, c'est que ces parcours d'achat aujourd'hui sont beaucoup plus complexes qu'avant. Il y a très peu de produits qu'on achète en allant juste sur un canal. C'est peut-être avec du lait qu'on achète chez l'épicier le matin. Mais sinon, en dehors de ça, on a toujours des parcours qui utilisent plusieurs canaux où très souvent on commence par le digital et très souvent encore on finit par le magasin, puisqu'on a quand même encore 90% du business qui se fait en magasin. Et ça, il faut s'y adapter. Donc ça, c'est le premier principe, de s'adapter au comportement d'achat des consommateurs. Et partant de ce principe-là, de se dire, tout ce qui est derrière, tout ce qui est en bac dans mon enseigne, doit s'adapter à ça. Et je dois casser ces silos que j'avais créés en disant, voilà, sur Internet, je vends des produits d'un entrepôt que je livre à mes consommateurs. En magasin, je vends des produits à des clients qui viennent en magasin depuis le stock de mon magasin. Et quand on casse ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire un consommateur qui est sur le site, je suis capable de lui proposer l'intégralité de mes stocks, que ce soit des stocks entrepôt ou des stocks magasins. Et quand un client vient en magasin, je fais pareil. Et ensuite, je ne présuppose pas du service qu'il attend. Ce n'est pas parce qu'il est sur Internet qu'il veut se faire livrer. Il est peut-être sur Internet parce qu'il prépare une visite en magasin. Il est peut-être en magasin pour découvrir un produit, mais il n'avait pas l'intention de partir avec. Peut-être pour des questions d'encombrement, par exemple. Et dans ce cas, je vais lui proposer des services. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, in fine, c'est je suis capable de m'adapter à n'importe quel comportement et à n'importe quel parcours d'achat de mes consommateurs, à proposer les services qu'il attend quand il va acheter le produit, quel que soit le canal où il fait cette transaction-là, et j'exploite tout le stock possible de mon réseau, en entrepôt, en magasin, voire chez mes fournisseurs, pour répondre à ce besoin-là. Très bien, c'est très clair. Thierry, tu veux compléter sur les solutions PIM? Oui. Moi, je vais pas paraphraser déjà ce que disait Eric. Ça me paraît effectivement, on a la même réflexion. Donc nous, effectivement, le sujet, on voit bien, c'est comme disait Eric, c'est qu'avant les clients étaient soit full online, soit full offline.
en magasin. Aujourd'hui, les parcours sont mêlés et on se rend bien compte que de toute façon, quand on essaie de définir des parcours clients, c'est juste plus possible. Il y a les réseaux sociaux, il y a les marketplaces, il y a le click and collect, le drive, etc. Et donc l'idée, c'est plus d'essayer de prédire ce parcours client, mais c'est effectivement d'offrir l'ensemble des services sur tous les canaux pour que le client ait une seule expérience. On a travaillé et on travaille pas mal avec on voit bien en particulier dans l'optique, on travaille avec des gens comme Afflelou, comme Atoll sur ces sujets-là. On voit bien dans l'optique, on peut pas se passer du point de vente, bien évidemment. Le conseil est important, y a tout, mais on peut en amont, en revanche, simplifier un certain nombre de choses, c'est-à-dire permettre de raccourcir, par exemple, le temps de rendez-vous, qui est quand même un irritant quand on va chez l'opticien. On sait qu'on y rentre pour un bon bout de temps, donc on peut préparer des choses, commencer sur un canal, finir sur l'autre, etc. Et donc, si on veut commencer, par exemple, et je reprends cet exemple sur l'optique, mais c'est vrai ailleurs, on veut commencer, par exemple, à faire un choix sur le digital, sur le web, chez soi, dans son canapé. On veut choisir des produits, on veut remplir un panier, on veut se créer un espace, mettre ses préférences, etc. Ensuite, prendre rendez-vous dans le magasin, arriver dans le magasin, être reconnu par le vendeur, et puis qui nous propose exactement ce qu'on a mis et ce qu'on a vu sur le digital. Il nous faut effectivement des plateformes et des fronts différents. Donc, il faut par exemple une tablette vendeur pour l'opticien ou pour le vendeur en magasin. Il faut un site de e-commerce. Et puis, au milieu de tout ça, il faut un certain nombre de référentiels et de référentiels qui sont communs. Et c'est pour ça qu'en général, c'est ça qu'on appelle le socle, c'est-à-dire le partage de ces données entre les différents canaux. Il y a deux grands domaines dans lesquels les référentiels sont importants. C'est le référentiel client, parce que bien évidemment, si on veut reconnaître un client en magasin qui a commencé en ligne, et nous, en tant que client, on veut être reconnu quel que soit le canal, il faut bien évidemment partager ce référentiel client. Puis il y a un autre référentiel qui est très important et qui est de plus en plus important aujourd'hui. On a fait énormément de projets sur ce sujet-là sur 2019 et sur 2020. C'est le PIM. Donc, le PIM, c'est Product Information Management, donc c'est le référentiel produit. Et donc l'idée, c'est de dire, au lieu de gérer mon catalogue produit dans mon site de e-commerce, sur mes réseaux, sur mon site web, en magasin, etc., je mets tous mes produits dans un seul référentiel avec l'ensemble des données qui sont la composition, les caractéristiques, mais également tout ce qui est médias, donc images, vidéos, etc. Et je regroupe ça dans un seul référentiel. Ce référentiel, je le connecte à mon système d'information, c'est-à-dire que, par exemple, il va prendre de mon ERP les produits qui sont créés et il va venir les compléter. Et puis ensuite, ce référentiel, il va servir tous les canaux. Et donc, ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus facile, une fois qu'on a ces référentiels-là, de venir brancher différents fronts, différents canaux qui vont utiliser ces sujets-là. On peut se déployer comme ça assez facilement, par exemple, sur des marketplaces et dire demain, je vais vendre mes produits sur, je sais pas, sur un marketplace de la Redoute, ou les marketplaces de la grande distribution, etc. Enfin voilà, ça fluidifie. Et je pense que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a fait sur pas mal de clients pour ouvrir des canaux cette année, elle n'a été possible que parce qu'en amont, on avait posé ce référentiel produit en particulier. C'est ça, ok. Référentiel commun partagé, client, produit indispensable dans une période tourmentée pour pouvoir réagir en fait et bouger rapidement le moment venu. Très bien. Surtout qu'on est dans une période qui est, de toute façon, je pense que on est tous incapables de prévoir. On a bien vu cette année. Il suffit de regarder les vœux de beaucoup de gens en début d'année et de se rendre compte qu'on est incapable de prévoir ce qui va se passer 3 mois après. Et donc le fait de ne pas pouvoir prévoir impose de se donner la capacité de pouvoir bouger très vite. Et donc la mise en place de ces socles, de ces référentiels, de ces services, permet derrière de déployer différents canaux beaucoup plus rapidement et de les faire évoluer. Très bien. C'est un atout de résilience, complètement. Ouais. Les marques qui sont équipées de ces dispositifs, qui se sont préparées au commerce unifié, ont été beaucoup plus résilientes que les autres. Eric, tu parlais notamment, parce que donc pour réussir
ce très bel objectif qu'est la résilience, il faut effectivement concrètement mettre les mains à la pâte. Et tu parlais de quelque chose tout à l'heure qui est ultra concret, qui est le stock. Ultra concret avec un back-office qui est parfois qui est complexe. Hein. Il me semble que tu avais évoqué aussi, au-delà des sujets strictement logistiques, le point propriété des stocks, propriété du client. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça et peut-être en revenant sur un cas qui est, je pense, un cas d'école, c'est le cas Jouet Club, puisque c'est un statut coopératif avec des magasins qui étaient autrefois très indépendants les uns des autres, qui ne partageaient à peu près rien. Donc l'effort qui a été consenti pour mettre en commun des ressources est important. Donc je pense que c'est un bon use case à partager ce matin. Exactement. Alors déjà, le premier exemple d'exploitation de stock, c'est que on disait que le click and collect n'est pas une invention de 2020, évidemment. Ça fait longtemps qu'on propose aux consommateurs qui achètent en ligne de récupérer leurs produits en magasin. Mais très majoritairement, ce service-là consistait pour l'enseigne à envoyer le produit dans un magasin plutôt que de l'envoyer au consommateur à domicile, par exemple. Mais ça restait un produit qui partait souvent d'un entrepôt et qui était du coup considéré d'un point de vue logistique comme une livraison comme une autre. Mais le colis arrivait en magasin pour un retrait magasin. Ce qui a commencé à changer et qui s'est beaucoup accéléré, c'est de dire plutôt que de faire ça, je vais plutôt utiliser le stock de mon magasin pour faire du click and collect. Et du coup, je vais proposer au consommateur qui est sur le site d'acheter un produit qui est actuellement en stock dans un magasin et de permettre à ce consommateur de le récupérer en 1 à 2 heures. Alors là aussi, ce n'est pas un service qui est nouveau, mais il s'est largement imposé. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du premier confinement, on se retrouve avec des magasins qui rouvrent et qui ont besoin de vider leur stock, qui ont besoin de faire tourner leur stock. Donc on a eu beaucoup de demandes chez nous d'enseignes qui disaient, voilà, moi je propose déjà du click and collect, mais j'aimerais bien proposer du click and collect express, c'est-à-dire pour utiliser le stock de mes magasins. Et ça, c'est un élément intéressant parce que tout le monde a vu, et tout le monde a communiqué là-dessus d'ailleurs, que les ventes en ligne, très souvent, ont explosé avec le confinement, pour les enseignes qui avaient un site de vente en ligne. Et en fait, ces ventes en ligne ont rebaissé à la sortie du confinement, mais ne sont pas revenues au niveau d'avant. C'est-à-dire qu'on fait plus de ventes en ligne qu'avant. Et ce qu'on a observé chez nos clients, c'est que il y a donc cette augmentation malgré tout de la vente en ligne, même à la sortie du confinement, qui allait de pair avec une augmentation de la part de produits récupérés en click and collect express, c'est-à-dire sur le stock magasin. Ce qui, et cette corrélation est tellement forte que ça nous a amené à étudier ça et on se rend compte que le site web en fait et ce service de click and collect est devenu en fait un service du magasin en tant que tel, c'est-à-dire que ce sont des clients qui avaient de toute façon l'intention d'acheter en magasin, mais ont utilisé le site web pour prépayer leur achat et du coup faire un click and collect en 1 heure sur le stock du magasin, de manière à ne pas avoir à faire cet acte de paiement dans le magasin. On pourra y revenir après, mais ça, c'est un élément intéressant d'un point de vue changement de comportement d'achat et d'utilisation d'un service de façon différente. Et il sera intéressant de voir dans les mois qui viennent si ce comportement perdure. Moi, je pense que oui, parce qu'on s'est habitué à faire ce genre de choses, et puis on a découvert, et puis on prend confiance. En tout cas, on n'a pas vu cette part baisser jusqu'à présent. Et ça montre bien que, on le dit depuis longtemps, mais le site web, il faut vraiment le considérer comme la vitrine et la porte d'entrée du magasin. Dans ce parcours où je prépare mes achats en ligne avant d'aller le faire en magasin réellement. Et on citait Jouet Club, c'est un bon exemple effectivement parce que c'est une coopérative et dans une coopérative, le principe c'est que chaque commerce est autonome, indépendant. Il y a un chef d'entreprise dans chaque magasin et il y a une mise en commun de pas mal de choses. Chez Jouet Club, on met en commun une enseigne, on met en commun quelques services comme le site web qui va en ligne est un site web commun. Par contre, chaque magasin reste propriétaire de son stock, achète un catalogue commun, peut aussi s'approvisionner de produits en particulier. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe quand on veut justement s'adapter à ces nouveaux parcours d'achat, sachant qu'on a des consommateurs qui vont sur le site avant d'aller en magasin, on a des consommateurs qui vont sur le site pour préparer un achat en magasin, pour retirer un produit en magasin, et avec en plus une particularité qui est de dire, on a une saisonnalité,
on a des produits qui ne sont pas en stock infini. On a notamment beaucoup de produits qui sont stockés en début d'année pour être vendus à Noël et qu'on ne peut pas réapprovisionner comme ça facilement. D'ailleurs, les enseignes de jouets ont communiqué très tôt cette année sur le fait qu'il y avait des jouets déjà en rupture de stock en octobre, alors que souvent c'est quelque chose qui apparaît plus longtemps. D'ailleurs, dans une situation où, imaginez-vous, vous avez 10 jouets à acheter, vous avez votre liste de nouvelles à acheter, ces 10 jouets, vous allez vouloir les acheter quelque part, et la bataille, c'est à celui qui a encore le stock de ces jouets-là. Et donc, avoir le stock de ces jouets-là, ben, vous allez dans une marketplace comme Amazon ou d'autres, ben, c'est un stock d'entrepôt. Vous allez dans un hypermarché, ben, c'est le stock de l'hypermarché. Chez Jouet Club, en fait, vous allez chez Jouet Club, c'est l'intégralité du stock qui est disponible. Ça veut dire qu'on va vous dire, ben, les 10 jouets que tu veux, je peux t'en livrer 8 ou 9 parce que je les ai en entrepôt, et il y en a un ou deux qui ne sont pas en entrepôt, mais qui sont en magasin. Mais tu vas quand même pouvoir les acheter, tu vas quand même pouvoir les mettre dans ton panier, et les 8 premiers, tu peux les avoir en livraison, les 2 suivants, tu vas les avoir en magasin, tu peux faire un click and collect en magasin, mais tout ça dans un même parcours d'achat, dans un même panier et dans un même checkout. Ça veut dire que pour le consommateur, ça devient invisible d'une certaine manière. D'où vient le produit, d'où vient le stock, même si on lui dit, ben, pour les 2 derniers, va en magasin les chercher, parce que pour l'instant, on ne peut pas te les livrer depuis un magasin, même si ça, Jouet Club est en train de le mettre aussi en œuvre. Mais ça veut dire quoi derrière, d'un point de vue stock? Ça veut dire que le site web a vendu d'un côté les produits qui appartiennent à la centrale, de l'autre côté les produits qui appartiennent à une autre entité qui est le magasin, une autre entité juridique, un autre propriétaire de stock. Donc ça, il faut pouvoir le gérer. Alors, chez Proximus, on a développé des outils qui permettent de gérer ça, mais ça, c'est un enjeu très fort parce que c'est très souvent cette contrainte de stock, de localisation de stock, voire de propriété du stock, qui a très souvent freiné la digitalisation d'un point de vue comportement et parcours d'achat des consommateurs, qui fait que beaucoup d'enseignes se sont retrouvées bloquées par ces principes-là pour pouvoir vendre en ligne. Ils se disaient, ben, on a trop de contraintes, on ne sait pas comment embarquer le magasin là-dedans, on ne sait pas comment proposer un service facile. Et puis, on se retrouvait dans des situations où, par exemple, chez Jouet Club, ça fait 2 ans qu'ils utilisent Proximus. Avant ça, chaque magasin avait son propre site. Donc, imaginez, vous aviez 300 sites web Jouet Club sur la toile, ce qui était, d'un point de vue consommateur, totalement incompréhensible. Maintenant, ben, c'est unifié. Et ça veut dire qu'ils ont dû faire des choix, ils ont dû faire des compromis, et notamment, comme disait Thierry, ils ont dû rassembler des informations, le catalogue bien évidemment, mais aussi la base client. Avant, chaque magasin était propriétaire de sa base client. Là maintenant, c'est en commun. Donc ça demande effectivement des changements importants à tous les niveaux, y compris jusqu'à la donnée client. Très bien. C'est intéressant de voir combien finalement les nouveaux usages, les nouveaux comportements vont être pérennisés au-delà de la crise. Et Thierry, tu commençais à le suggérer tout à l'heure. Effectivement, on a pris des habitudes qui vont rester parce que finalement, on s'aperçoit que ce sont de bonnes habitudes. Je me posais la question de la prise de rendez-vous en magasin. Tu disais tout à l'heure, Thierry, que tu travaillais avec Franck Provost, qui lui, pour le coup, autant que je m'en souvienne, c'était historiquement positionné sur le concept opposé du sans rendez-vous. Donc, ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on prend comme ça des virages qui sont à la fois opérationnels et marketing? Ouais, alors, c'est vrai pour parler de cette chaîne-là, de Franck Provost, bon, c'est vrai que historiquement, ils ont toujours positionné sur le temps rendez-vous, et ça ne veut pas dire que ça s'arrête, au contraire, ça continue toujours, puisque l'idée, c'est bien d'accueillir les gens quand ils viennent dans le salon, mais en rajoutant la possibilité également de prendre rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, l'époque veut ça, quoi, hein, donc les gens attendent aussi ce sujet-là. Donc là c'est même plus des sujets qui sont des sujets organisationnels que effectivement
qu'effectivement digitaux, parce que le sujet pour nous, c'est de mettre en place des fronts qui permettent cette prise de rendez-vous en salon. Après, effectivement, pour eux, il y a un vrai challenge de se dire bon, bah, comment on organise ça, comment on récupère les rendez-vous, qui va s'en occuper, comment on assure la mise à disposition de ce planning, etc. Donc, c'est des vrais sujets, importants. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le sujet digital est une partie du sujet et que l'idée, c'est que nous aussi, on accompagne ces changements en apportant des solutions technologiques et puis aussi les expériences qu'on a pu avoir un petit peu ailleurs. Voilà, mais tout ça, on voit bien que, alors, sans anticiper sur la suite, mais on voit bien que tout ça, comment dire, ces différents parcours sont en train de se mélanger, ou en tout cas, on essaie d'offrir aux clients le plus de possibilités et le plus de parcours possible. On voit bien qu'il restera encore un sujet à traiter derrière. Donc, enfin, plusieurs sujets. Déjà, comme disait Eric, effectivement, il y a le sujet de. C'est vrai qu'on n'aborde pas de la même façon les réseaux qui sont les réseaux intégrés, des réseaux de franchise, des réseaux de coopératives. Effectivement, il y a des sujets qui sont pas, encore une fois, des sujets techniques, qui sont le sujet de la propriété de la base client, qui, effectivement, et c'est normal, dans les franchises, appartiennent aux franchisés. C'est ses clients. Voilà. Donc, après, il peut déléguer le droit d'utilisation de cette base client au groupe pour permettre justement de mettre en place un certain nombre de services de ce type-là. Il y a le fait que la gamme de produits n'est pas forcément la même d'un magasin à l'autre. Et donc, il faut faire en sorte que si on fait du pick and click dans un magasin, et ben on ait accès, par exemple, à la gamme qui est présente dans ce magasin, ou alors d'unifier les stocks, comme disait tout à l'heure. Et puis ensuite, je pense qu'il restera, après, on y viendra peut-être derrière, mais il restera un sujet qui va probablement émerger assez fortement, c'est le sujet du paiement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut mélanger ces expériences, ben, il faut qu'on permette aux clients de payer une seule fois. Et c'est pas parce que je fais, par exemple, du click and collect et que je viens chercher un produit en magasin que je peux pas en même temps en profiter pour prendre un deuxième produit ou un deuxième service. Et donc de passer par un deuxième système de paiement, etc. Nous, on avait étudié avec la grande distribution, dans un parcours global digital, le fait de dire si j'ai fait un drive, je vais récupérer mon drive, bah ouais, mais bon, en même temps, j'ai pas acheté sur mon drive, j'ai pas acheté les fruits parce que les fruits, j'ai envie de les voir, et donc je peux aller compléter dans le magasin les courses que j'ai fait au drive. Mais bon, si en même temps il faut que j'aille acheter 1 kilo de pommes dans le magasin et refaire la queue aux caisses, mon expérience elle est cassée. Donc on voit bien qu'il y a ce sujet du paiement et du fait qu'on puisse partager ce paiement sur tous les canaux qui va aussi devenir un sujet prégnant. Et ça, c'est vraiment aussi un sujet qui n'est pas forcément simple à appréhender. Non, mais tu as raison, parce que dès lors qu'on parle de prise de rendez-vous, que ce soit possible ou pas, parce que ce n'est pas possible pour tous les domaines d'activité, on parle de flux en fait, gestion des flux, et avec le principal irritant qui reste la file d'attente qu'on aperçoit depuis le trottoir et qui fait que on ne rentre pas. Donc pour les commerçants, pour les professionnels qui nous écoutent, le paiement c'est aussi le nerf de la guerre. Je pense qu'en effet, ça vaut le coup de passer un peu de temps à s'interroger sur les nouvelles options que les commerçants ont à leur disposition. Et puisque c'est comme tous les autres sujets qu'on a abordés, c'est pas qu'un sujet techno, ça a des conséquences directes sur le travail des vendeurs, notamment, des vendeurs et des hôtes et hôtesses de caisse. Vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience là-dessus ? Oui, bien sûr. On a un très bon exemple chez Proximus avec l'enseigne la Grande Récré. Alors, on est toujours dans le jouet, mais c'est d'actualité. Oui, qui très vite, en fait, a effectivement voulu utiliser aussi une solution pour améliorer quelque part l'expérience du consommateur en magasin cette fois-ci et l'expérience aussi du vendeur. On parle d'expérience consommateur, mais il y a aussi une expérience vendeur dont il faut bien s'occuper, qui consistait effectivement à se dire j'ai plusieurs sujets. J'ai un sujet d'une part de les gens viennent chez moi parce qu'ils cherchent du conseil,
c'est une enseigne spécialisée, donc on va dans un magasin de jouets pour se faire conseiller, pour trouver de l'inspiration. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup demandé actuellement et ce que souvent Internet ne peut pas facilement faire, c'est aider à trouver le bon cadeau, à avoir de l'inspiration. Donc, c'est gérer ça, sachant que il y a un choix énorme de jouets chez eux et tous les magasins n'ont pas forcément tous les jouets, tout n'est pas tout le temps en stock. Donc, il faut pouvoir répondre déjà à ce besoin-là. On revient sur cette question de stock, de pouvoir trouver des solutions pour même pouvoir vendre un produit qui n'est actuellement pas en stock. Donc là, on équipe les vendeurs d'outils qui vont leur permettre de commencer des paniers avec des produits qui sont en magasin et des produits qu'on ajoute qui ne sont pas en magasin et qu'on va peut-être livrer au consommateur, ou alors le consommateur fera un click and collect en revenant dans le magasin pour récupérer ces produits-là quand ils seront envoyés dans le magasin. En tout cas, on laisse le choix au consommateur de ça. Et puis, on arrive à cette étape de paiement qui est importante parce qu'aujourd'hui, en général, vous devez passer par la caisse pour payer. Et ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand on commence à proposer une expérience proche qui se fait en magasin, dans le rayon, avec un vendeur où on a fait une relation intéressante de confiance parce qu'on a pu répondre à toutes les questions du consommateur et à lui proposer toutes les solutions qu'il veut, de le renvoyer comme ça à la caisse et de perdre ce lien-là, ça peut être aussi on va dire gênant, embêtant dans cette expérience d'achat. Donc, pourquoi pas permettre d'encaisser directement dans le rayon et de ne pas passer par la caisse. Et en plus, l'inconvénient aussi de la caisse, c'est que très vite, quand il y a du monde, ça fait une file. Et on sait aujourd'hui que c'est même un repoussoir pour rentrer dans le magasin d'avoir à faire la file à la caisse. Et d'autant plus aujourd'hui, avec ces contraintes de nombre de personnes dans un magasin, avec ces contraintes sanitaires qui vont vous faire essayer d'éviter de toucher quoi que ce soit, y compris le terminal de paiement dans lequel vous devez mettre votre carte bancaire. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, passer à la caisse, ça devient une épreuve. Et là aussi, du coup, ces solutions d'encaissement en rayon, n'importe où dans le magasin, par le vendeur directement, ça a été un grand succès chez la Grande Récré parce que ça permet de fluidifier l'intégralité, de simplifier le parcours, de fluidifier le passage en magasin, de faire en sorte aussi que on passe plus de temps à conseiller que du temps à encaisser et que ce temps-là, gagner globalement. Et quand on fait gagner du temps globalement à un consommateur, il va repartir une fois qu'il a le produit plus vite, ce qui permettra de refaire rentrer des gens dans le magasin. Donc ça, c'est assez intéressant quand on a à gérer un flux important parce que c'est c'est le gros enjeu depuis le week-end dernier des magasins de jouets d'arriver à faire rentrer assez de monde dans le magasin malgré les contraintes. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que on arrive aujourd'hui à fluidifier ce parcours d'achat en simplifiant des étapes. Et le paiement, c'est une étape qu'on peut largement simplifier aujourd'hui dans un point de vente. Et derrière, bien évidemment, on le simplifie pour le consommateur, mais il faut aussi veiller à ce que ce soit toujours simple, même si, comme j'ai évoqué tout à l'heure, une partie des produits que le consommateur a payés dans le magasin sont des produits qui n'appartiennent pas au magasin. Et là aussi, il faut trouver des solutions qui permettent de faire ça. Et ça, c'est des solutions qu'on a mis en œuvre. En tout cas, chez la Grande Récré, c'était une expérience qu'ils ont testée déjà Noël dernier. Ils ont équipé leur magasin de ces solutions-là déjà la saison de Noël dernier. Ils ont très vite décidé en fait de l'ouvrir à un maximum, c'est-à-dire d'équiper tous les vendeurs possibles dans les magasins en début d'année. Et en fait, d'eux-mêmes, les vendeurs utilisent principalement cet outil mobile d'encaissement plutôt que la caisse. Alors même que la caisse pourrait être totalement accessible, mais parce que c'est devenu aujourd'hui beaucoup plus pratique, même pour eux, pour faire le travail de relation client, le travail d'encaissement qu'ils ont à faire avec leurs consommateurs. D'accord. Et il y a aussi, du coup, en t'écoutant, je me dis, là, en t'entendant parler de caisse, d'encaissement, de vendeur, il y a aussi là toute la symbolique de la ligne de caisse, le côté, c'est la barrière, enfin, c'est oui, le péage, la frontière, le contrôle, même si c'est un peu moins riant comme sujet, je pense que c'est important pour les professionnels. Est-ce que ce sujet-là est remonté à la surface, à la Grande Récré ou ailleurs? Oui. Alors, pour la Grande Récré, effectivement, c'est un élément important parce qu'auparavant, quand un client sort du magasin, qu'il y ait ou pas un vigile, mais globalement, on sait qu'il a payé parce qu'il était passé à la caisse.
Donc, la question ne se pose pas. Quand il n'y a plus de caisse, forcément, il n'y a plus ce passage à un lieu précis pour valider ça. Dans le cas de la grande récré, c'est tout simplement le fait que le vendeur accompagne le client vers la sortie. Tout simplement. Ils ont adapté en fait quelque part la mise en scène du service apporté par le vendeur au client. Mais ce n'est pas forcément toujours possible, hein. C'est pas forcément dans tous les domaines, donc il faut trouver d'autres solutions par rapport à ça. On en a d'autres qui se penchent sur la RFID pour arriver à gérer cette situation, puisque un antivol dans un magasin est aussi capable de gérer souvent de la RFID et peut être capable de dire les produits qui viennent de passer l'antivol sont des produits qui ont été effectivement encaissés, ou alors il peut y avoir d'autres moyens de faire, mais effectivement, à partir du moment où on a de l'encaissement mobile, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on valide que les produits ont été achetés. J'ai un client qui lui a dit, en fait, à la caisse, on mettait les produits dans un sac. Le vendeur met aussi les produits dans un sac. Donc tout ce qui est dans un sac, globalement, normalement, a été payé. Ah oui. Voilà. C'est aussi une autre manière de permettre à quelqu'un de trouver un peu sa façon de gérer cette question-là. Ok, super. Il nous reste pas beaucoup de temps. On a reçu, donc Enzo me transmet 2 questions que je vais vous poser à tous les deux. Avant ça, Thierry, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les sujets caisse ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, rapidement, mais sans évoluer sur les sujets, mais je pense qu'il y a effectivement, quand on est un nouvel acteur, je monte ma nouvelle enseigne et puis j'ouvre mes magasins où je suis un pure player et je viens sur le physique. C'est assez simple en fait de déployer des systèmes de paiement, que ce soit des systèmes de paiement unifiés. Je fais des paiements sur mon site de e-commerce. Je vais utiliser le même système de paiement dans mon magasin. Et effectivement, par exemple, à Proximus, on peut proposer des solutions comme ça, ce que disait Eric. Donc voilà. Et nous, par exemple, c'est ce qu'on avait fait au musée du parfum, où dans la boutique du musée, on avait équipé les vendeuses de tablettes vendeuses, sur lesquelles elles pouvaient à n'importe quel endroit de la boutique pouvoir proposer des produits aux clients et les encaisser directement sur leur terminal. Donc ça, c'est relativement simple. Après, ce qui est effectivement plus compliqué, c'est quand on a déjà une enseigne qui est bien installée, avec des systèmes de paiement qui sont des systèmes legacy, qui sont là depuis longtemps. Le système de paiement, en général, la caisse, c'est un nœud dans le système d'information. C'est-à-dire que c'est souvent un endroit depuis lequel on va interfacer d'autres applications. Et on sait bien que dès qu'on a un nœud dans un système, que ce soit un système d'information ou n'importe quoi, c'est difficile de retirer un nœud comme ça et le mettre ailleurs. Donc déjà, il y a un sujet qui est un sujet technique, c'est comment on fait pour retirer ça. Comment on fait pour retirer ça? Il faut lui donner de l'agilité. Donc encore une fois, je reviens à mes sujets de catalogue e-commerce et de PIM. Par exemple, on a travaillé avec Quable chez Deneville. La mise en donc toujours aussi des chocolats, mais la mise en place de ce PIM, elle permet de servir le site de e-commerce, mais elle permet aussi de servir les caisses en magasin. C'est-à-dire qu'on va partager le même référentiel. Donc déjà, on enlève un nœud. Puis après, il y a des sujets qui sont des sujets effectivement organisationnels et organisationnels et puis comment dire, de culture. On n'enlève pas une caisse on n'enlève pas effectivement une ligne de caisse comme ça dans un magasin. Nous, on a travaillé pour une grande enseigne de distribution. On a réfléchi dans un nouveau concept de magasin à ce parcours digital et le parcours client. Et à un moment donné, c'est posé la question de savoir si on pouvait retirer cette ligne de caisse si traditionnelle. Donc techniquement, on peut le faire. Et nous, on est capable d'apporter des solutions techniques. Mais c'est vrai que ça implique énormément de choses que je peux tout à fait comprendre. Et il faut qu'on y aille tranquillement, doucement. Ça viendra. Mais voilà, il y a des sujets qui sont des sujets sociaux qui se posent. Et il y a des gens derrière ces caisses. Il y a des emplois. Qu'est-ce qu'on fait des emplois? Ça, c'est encore un autre sujet. Comment on réorganise? C'est-à-dire, le client, il sort, il a pris ses produits dans le magasin, il fait du self-checkout et il sort, etc. Enfin, il y a vraiment un sujet de culture. Mais on voit que c'est possible. Et encore, j'en parle encore plus librement. On en avait parlé ensemble, Florence, chez Otera, qui est pas un de nos clients. Donc voilà, moi, je suis client, qui est une chaîne de magasins qui promeut la consommation locale, enfin de produits locaux. J'ai vu, moi, les dernières fois où je suis passé, ils ont plus vraiment de ligne de caisse, c'est-à-dire qu'on fait du self-checkout sur des bornes, un client sur 10 ou sur 15, je ne sais pas combien, est contrôlé, et puis voilà, on a beaucoup fluidifié ce passage
on n'a plus l'impression vraiment de passer sur une caisse comme on peut l'avoir aujourd'hui. Ouais. Donc évidemment, ça va être un sujet de réflexion, c'est un sujet compliqué, plein de sujets, mais c'est un sujet qui avance, et en particulier, on y rentre avec des solutions comme Proximus, où on peut proposer le paiement en ligne sur le site de e-commerce, et puis aussi du self-checkout ou un point d'encaissement mobile dans le magasin. Ok, très bien, merci. Il est 11h01, je vois qu'on a commencé à perdre du monde parce que les rendez-vous de 11h ont commencé. Donc, je vais vous faire monter, avant de couper, je vais vous faire monter une question du public à laquelle je suis bien incapable de répondre. Je vous la lis à tous les deux. Combien de temps pour mettre en place un click and collect sur son stock magasin? Est-ce que c'est quelque chose que je peux encore avoir avant Noël ou pour les soldes de janvier? Alors, je vais prendre la question. Ouais. C'est un projet en général qui se fait en 3-4 semaines. Donc, c'est quelque chose qui peut être encore juste là pour Noël, hein, vu qu'on est le 3. Ça va être très, très juste. Par contre, effectivement, pour les soldes de janvier, c'est très opportun de mettre ça encore en place maintenant, puisque la situation ne va pas fondamentalement changer dans les semaines qui viennent. Le nouvel an ne va pas effacer tout ça. Donc, la question se pose de toute façon. Et oui, pour janvier, c'est possible. Ok, donc jouable pour les prochaines soldes. Très bien. Dernière question et on raccrochera. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le click and collect pour vendre le stock magasin en ligne? Je ne sais pas qui de vous deux veut s'en saisir. Alors, je peux apporter une partie de la réponse. Oui, dans le sens où le click and collect express, on va dire, est un service où le consommateur sait de toute façon que le produit vient d'un magasin, puisqu'il va aller dans ce magasin pour le chercher. Et utiliser le stock magasin pour vendre en ligne revient à dire, je permets aussi à un consommateur qui a demandé une livraison en passant une commande sur le site, d'utiliser le stock du magasin plutôt que le stock dans l'entrepôt, soit parce qu'il n'y a plus de stock dans l'entrepôt et je vais prendre le stock du magasin, soit parce que il est plus intéressant maintenant d'utiliser le stock magasin parce qu'il est plein et il a du mal à se vider plutôt que le stock de l'entrepôt, même s'il y avait encore du produit en stock. Et ça se gère par des outils d'order management qui, une fois que la commande est passée sur le site, vont déterminer avec des règles, souvent, qu'on configure, quel est le meilleur stock à utiliser pour faire ça. Et donc, ce stock-là peut être le stock du magasin. Et on a aujourd'hui beaucoup de clients chez Proximus qui le mettent en œuvre. C'est quelque chose qu'on permet de faire avec nos solutions, mais qui n'était pas forcément utilisé parce que ça nécessite aussi là des changements en magasin, puisque un vendeur en magasin, il faut bien que quelqu'un fasse cette préparation de commande en magasin pour l'expédier. Donc ça aussi, il faut l'organiser. Mais en tout cas, c'est devenu un enjeu très fort en 2020 de trouver en fait un moyen aussi, tous les moyens possibles d'utiliser le stock magasin pour répondre aux besoins des consommateurs, que ce soit en magasin, que ce soit sur Internet, voire sur d'autres canaux digitaux. Ok, très bien. Merci Eric. Merci Eric et merci à tous les deux, parce qu'on arrive au bout de ce webinaire et on va couper très rapidement. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions à poser à nos deux speakers de ce matin. Merci. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.